Bonjour, et si l'éducation devenait une histoire d'extase éducative? Imaginez un monde où l'innovation éducative cesserait d'être une nébuleuse ou de faire peur pour devenir une source d'enrichissement tout au long de la vie. Fini les injonctions, les frustrations ou les impuissances. Ici, on met en voie des expériences qui permettent une vision de l'éducation à 360 degrés. Ce qui nous questionne, nous interpelle et nous enthousiasme. Bienvenue dans Extase éducative, le podcast pour soutenir les transitions et le changement en s'extasiant. Bonjour, aujourd'hui j'accueille Émilie Lefatan. Bonjour Émilie, je suis ravie de t'accueillir. Bonjour Hélène, je suis hyper contente d'être avec toi aussi. Alors je vais te laisser te présenter, mais quand même, on a plusieurs points communs et je voudrais les citer. Donc ça, finalement, je vais un peu te présenter, mais tu compléteras avec ce que tu juges utile. Tu es parmi celles qui ont été à la genèse de ce podcast. En tout cas, en juillet dernier, tu m'as coachée et donc si Extase éducative existe aujourd'hui, c'est en partie grâce à toi. Alors, nos points communs, on est coach, on est formatrice. Tu as été enseignante et professeure des écoles. Je suis aussi dans l'enseignement. Donc, tu as aussi un podcast. Oui. Tu nous en diras plus. Tu es autrice. On va longuement en parler aujourd'hui. Tu as un grand intérêt pour les compétences psychosociales et le développement personnel. Je pense qu'on en a plein d'autres. Parce que quand j'ai lu ton livre, je me suis dit, c'est un livre que j'aurais pu écrire presque du début à la fin. J'ai adoré. C'est pour ça que j'ai voulu t'inviter, entre autres. On va en parler longuement aujourd'hui. Donc, on va balayer plein de sujets. L'intention, ça va être d'ouvrir ensemble le livre, finalement, et peut-être d'aller plus loin et de discuter ensemble. Donc, merci pour ça. Mais dis-nous qui tu es, toi, ta manière. Tu as déjà dit pas mal de choses. Donc, effectivement, j'ai été professeure des écoles pendant pas mal d'années. Je suis formatrice et coach professionnelle depuis 2020. Et en fait, j'ai créé le podcast avant d'être coach et c'est un podcast qui évolue un peu avec ma vie professionnelle, donc qui emprunte toutes ces casquettes-là d'enseignante, de formatrice, de coach. Et du coup, à travers ce podcast, mais aussi ce livre, mon idée, c'est vraiment d'amener du mieux-être de manière un peu générale dans les pratiques. Voilà. Donc, j'ai à cœur d'accompagner les enseignants, que ce soit dans leur pratique, dans l'analyse de leur pratique, mais aussi dans leur personne, parce que voilà, on n'est pas enseignant d'un côté et une personne de l'autre, et c'est notamment là dans mon second livre, comment la personne qu'on est, elle va impacter l'enseignant ou l'enseignant qu'on est. Ouais, c'est ça, c'est au-delà des compétences de notre métier, comment notre personnalité, finalement, notre façon aussi de voir les choses, nous permet de lire le monde, de faire des choix et puis d'impacter à l'échelle de l'enseignement, entre autres, puisque c'est de ça qu'on parle. Mais finalement, pas que. Ça vient toucher toutes les relations interpersonnelles. Ouais. C'est vrai que je resitue souvent mes propos par rapport à l'enseignement parce que je trouve qu'il manque parfois de passerelles. Justement, on a beaucoup dans la formation des enseignants des apports très didactiques, pédagogiques, etc. Mais moins de la connaissance de soi, moins de nos compétences psychosociales à nous, sachant que on doit les développer chez les élèves. Donc, ça me semble un point primordial de les développer aussi pour nous. On va en reparler. Ouais. Et voilà. C'est un peu en filigrane dans tout ce que je fais au final. Alors quand même, à ce stade, il serait temps que je cite le livre qui s'appelle « Enseigner selon son profil, mieux se connaître pour mieux enseigner ». Ça a été publié là, il y a à peine quelques jours aux éditions de l'Étudiant. Ouais. C'est pas ton premier livre? Non, c'est le deuxième. Le premier, il était sur la gestion de classe. Et en fait, je trouve qu'il se complète beaucoup parce que sur la gestion de classe, je détaillais vraiment tout ce qu'il y avait dans cette gestion de classe et tout ce qui impactait la gestion de classe, de la motivation des élèves à l'organisation, les modalités, la relation qu'on peut avoir avec les élèves, etc. Mais en fait, ça m'arrive du coup depuis beaucoup d'accompagner sur ce sujet de la gestion de classe et souvent ce qui vient
impacter cette gestion de classe, c'est notre personne, notre vision des choses, le regard qu'on porte sur la situation ou sur les élèves, etc. Donc, c'est en ce sens que je trouve qu'ils se complètent et qu'ils se répondent. C'est ça. Et la question que j'avais envie de te poser, on a déjà fait un live sur qu'est-ce que ça veut dire être autrice, comment on devient autrice, mais je veux bien que tu nous redises comment on fait pour passer de professeur des écoles à autrice, et en passant par coach et formatrice et plein d'autres choses. Mais voilà, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, dans tes activités, à un moment de ta vie, tu te dis, tiens, ce que j'ai à transmettre, je vais en faire un livre ou des livres. Je pense que ce qui anime tout ce que je fais, c'est le partage. Le partage et l'émancipation des gens aussi. Et donc, du coup, je pense que ce qui m'a animé pour faire le livre, c'est la même chose que pour faire le podcast au départ. C'est-à-dire que j'avais envie de partager, de réfléchir avec les autres, de faire réfléchir. Et en fait, en créant du contenu pour le podcast, petit à petit, je trouve que ça m'a aidé à formaliser les choses, à mettre des mots sur parfois des intuitions pour qu'elles ne le soient plus, que ça devienne de vrais gestes ou de vraies intentions. Et il y a cette idée-là, du coup, de se dire, ok, je fais du contenu oral, du contenu audio. Au départ, mes podcasts, je les scriptais pas du tout. C'était vraiment au feeling. Je parlais, j'avais beaucoup de montage. Et puis à un moment donné, je me suis mis à les scripter. Donc parce que je me suis rendu compte aussi que ça me facilitait le montage, mais surtout que tout le contenu que je créais, tant qu'il était qu'enregistré, en fait, il n'existait que dans les podcasts. Et même moi, quand je voulais savoir si j'avais dit quelque chose dans un épisode, j'étais obligée de réécouter tous mes épisodes. Et le fait de les passer à l'écrit, ça fait penser vraiment au sens profond de l'écriture, qui vient traduire de l'oral, mais c'était aussi une manière d'en garder une trace. Et mon premier livre, je me suis beaucoup appuyée sur les scripts de mon podcast pour commencer l'écriture, pour déclencher l'écriture. Et en fait, à vrai dire, ce second livre, c'était ma première intention d'écriture. À un moment donné, quand j'ai commencé à coacher, avec la formation, je voyais qu'il y avait ce être soi là, qui avait besoin de clarifier, j'avais besoin de mettre en mots. Et donc, au départ, d'ailleurs, je crois que c'est une partie au début, je voulais l'appeler J'enseigne comme je suis, mais qui suis-je ? Et c'était mon idée de départ. Et j'ai commencé à poser mes idées par écrit, à faire un plan. J'avais rempli quelques parties. Et en fait, j'ai été contactée par l'éditeur L'Étudiant, enfin les éditions de l'Opportun qui détiennent L'Étudiant. Ils m'ont demandé des intentions d'écriture. Ils m'ont proposé de transformer mes épisodes de podcast en livres. Et du coup, c'était au même moment, j'ai dit, ah mais oui, justement, j'ai envie d'écrire quelque chose. Donc, j'ai proposé plusieurs intentions d'écriture. Et en fait, ils sont partis d'abord sur la gestion de classe. C'est eux qui m'avaient proposé. Et c'était très bien. En fait, sur le moment, j'y avais pas pensé, mais ça venait un moment à la fin de mon processus de reconversion. C'était une manière de mettre des mots aussi sur plein de choses. Donc, c'était hyper chouette de commencer par là. Et puis l'année dernière, je les ai relancés en me disant, voilà, je me sentais mûre pour écrire ce second livre. Et voilà, en gros, comment j'en suis venue à l'écriture. Ouais, l'écriture, en tout cas telle que je l'aperçois dans ton livre, c'est vraiment un processus de développement personnel, professionnel, d'introspection. Je trouve qu'il est riche, ce livre, parce qu'on retrouve tes différentes dimensions, tes différentes casquettes. On retrouve la patte enseignante, la patte formatrice, la patte coach, la patte animatrice de podcast. Et c'est ce qui en fait toute la richesse, parce qu'on retrouve ces casquettes-là. C'est-à-dire que c'est un livre hyper vivant, puisque tu proposes plein de questions, d'introspection, voilà, tu amènes à se questionner au fil des chapitres. Pourquoi tu as fait ce choix de transposer la coach que tu es dans ce livre ?
Parce que je me dis que la connaissance de soi, c'est mouvant, c'est un processus, parce que moi, personnellement, j'aime aussi toutes ces questions au quotidien, je me les pose, je les réévalue, je modifie les réponses. Je trouve que passer par l'écriture aussi, et par l'écrit, hein, formaliser un peu les choses, ça permet de ne pas se perdre dans ses pensées. Voilà, c'est ce que parfois on peut faire avec aussi un coach. Et donc j'avais envie d'un livre pratique, d'un livre qui fasse réfléchir, qui apporte des connaissances. En fait, je voulais cette articulation-là entre je mets des mots sur certains concepts et en même temps, je permets de s'interroger et de faire le lien avec sa pratique. Ouais. A priori, à l'école, le développement personnel a pas sa place, ou en tout cas avait pas sa place. Elle l'a de plus en plus, notamment avec les compétences psychosociales. Les compétences psychosociales au développement personnel, il y a sans doute qu'un pas. Peut-être que tu peux nous donner ton point de vue là-dessus. Et en même temps, on parle tellement de collectif, de groupe, de coéducation. On voit bien que c'est devenu incontournable. Ouais. Euh, Pour moi, des fois, il y a un peu juste une question de choix des mots. Le développement personnel, c'est assez galvaudé aujourd'hui. On y met plein de choses, il y a plein de réticences. Comme tu dis, il y a qu'un pas du développement personnel aux compétences psychosociales. Et d'un autre côté, pour d'autres personnes, il y a qu'un pas du développement personnel à l'ésotérisme, à certaines dérives sectaires, etc. Et donc, du coup, je pense que le développement personnel tel qu'il est perçu et non questionné, euh, du coup, il peut véhiculer des idées fausses, alors que si on se reste sur l'aspect sémantique, le développement personnel, c'est le développement de sa personne de manière un peu holistique dans plein de domaines, de réfléchir sur soi. Pour moi, c'est de la métacognition, de l'intelligence émotionnelle, etc. Et donc, du coup, c'est développement personnel quand on est juste sur sa personne. Et le développement professionnel, c'est se développer professionnellement. Et en fait, il y a qu'un pas aussi entre les deux. Et les compétences psychosociales, c'est peut-être une manière plus admise, en fait, et plus claire de nommer les choses. C'est d'ailleurs ton entrée quand Mm, la connaissance de soi, conscience de soi. C'est un mm. peu les deux notions qui sont en fil rouge dans tout le livre. Ce sont des compétences psychosociales. Pourquoi ce choix de ces deux-là pour rentrer dans tes écrits? Ben, alors parce que ce sont celles qui sont à la base des autres, en fait. C'est en se connaissant enfin, on a mieux conscience de soi. Et quand on a mieux conscience de soi, eh bien, on va pouvoir mieux mobiliser toutes les autres compétences de manière plus efficiente, en connaissance de cause, j'ai envie de dire. Mmh. Donc, c'est vraiment cette idée de j'ai conscience, si j'ai conscience de mes forces, de mes valeurs, de ce qui est important pour moi, si je me connais, je connais mon fonctionnement, je connais mes besoins, et que je suis capable de les écouter, d'en prendre conscience en situation professionnelle en l'occurrence, je vais pouvoir derrière aller mobiliser ma pensée critique, ma pensée créative, mon intelligence émotionnelle pour aller aussi écouter les émotions des autres et mobiliser toutes les autres compétences psychosociales en tenant compte de qui je suis, de comment je me sens, etc. Tu le dis, elles ont maintenant la place pour les élèves, elles rentrent dans les programmes, mais là, toi, ton choix et ton focus, c'est de dire que les enseignants, les éducateurs au sens large, doivent aussi les développer et qu'elles se développent tout au long de la vie et que c'est pour ça que nous aussi, adultes, on a à les développer. Et tu fais même le pari, à un moment dans ton livre, que c'est grâce à elles qu'on peut durer, qu'on peut persévérer et qu'on est bien dans sa profession. Donc c'est Bah comme oui. si tu nous invitais à les développer, à les approfondir, peut-être pour nous prévenir aussi face aux problématiques de santé mentale.
Oui, tout à fait. Les compétences psychosociales, elles nous permettent de faire face aux différentes situations de la vie, aux différentes situations difficiles de la vie, personnelle ou professionnelle. Et on sait très bien que aujourd'hui, dans le travail des enseignants et des enseignantes, il y a pas mal de risques de fatigue, d'épuisement, de démotivation, de perte de sens. Et je trouve que ce besoin de durer dans le métier, de se prémunir de la fatigue, du burn-out. On voit avec le nombre de démissions croissant, euh, les burn-out chez les enseignants, et dont j'ai souffert moi aussi il y a quelques années. Du coup, il y a vraiment, je trouve, un enjeu à développer les compétences psychosociales des enseignants, pas seulement pour les développer chez les élèves, mais aussi pour durer dans le métier et aller vers un mieux-être professionnel. Tu vois, là, on pourrait nous rétorquer, ben, ok, c'est bien gentil, on va nous faire les efforts de développer nos compétences psychosociales, si tant est que c'est un effort, ça aussi c'est un autre sujet. Mais si l'institution ne change pas, ça ne va rien changer à la donne. Qu'est-ce que tu réponds à ça? En fait, c'est une manière aussi justement de faire avec, je trouve. C'est-à-dire que les compétences psychosociales, ce sont les nôtres. Et comme je disais tout à l'heure qu'elles nous permettent de faire face aux différentes situations de la vie, quelles que soient aussi les situations qu'on subit de la part de l'institution ou du contexte dans lequel on exerce, développer ces compétences psychosociales, c'est aussi nous permettre de regarder les choses avec une certaine focale et de mieux faire face ou mieux savoir quand il faut laisser tomber, contourner, y aller, poser ses limites, s'adapter en fait. Ouais, c'est hyper important ce que tu dis parce que c'est pas justement dans ma question j'ai utilisé le mot effort, mais en réalité c'est pas juste ça. C'est pas une question de je vais moi faire des efforts pour m'adapter. Ça va au-delà. C'est je développe mes compétences psychosociales pour être en capacité ensuite de me connaître, d'être en sécurité dans le contexte complexe dans lequel on est et dans le contexte de l'éducation. Et ensuite, de pouvoir être en capacité de faire des choix raisonnés, conscients, flexibles, je sais que tu aimes bien ce mot aussi, et de le faire tranquillement sans tomber dans les excès d'un côté ou de l'autre, ou ce côté très dichotomique, je reste ou je pars. Il y a peut-être cet entre-deux que les compétences psychosociales permettent quand on les développe pour soi, il me semble. Oui, s'écouter en fait et pouvoir s'adapter aux situations, réussir à voir quand... En fait, chez les enseignants, on a aussi cette habitude à être dans l'endurance, tu vois, dans l'endurance, mais au sens vraiment d'endurer les choses et de tenir jusqu'aux vacances, de tenir face aux différentes injonctions, etc. Et je trouve que quand on n'a pas cette connaissance de soi et cette conscience de soi, c'est là qu'on va être plus facilement victime de toutes ces choses qu'on subit. Alors que je trouve que de développer ces compétences psychosociales et notamment de mieux se connaître et mieux avoir conscience de soi, c'est une façon de retrouver du pouvoir d'agir dans les situations, même quand on semble les subir en fait. Ouais, alors ce fameux tenir jusqu'au week-end, jusqu'au vendredi. Ouais. Ah, ça va aller aujourd'hui, c'est vendredi. Ça va aller plus que 3 jours avant les vacances. Allez, plus que 2 mois et c'est des vacances d'été. C'est sans cesse reporter à plus loin un bien-être qui pourrait être là. C'est Et ça. toi, dans le livre et puis globalement dans tout ce que tu proposes, tu ramènes et revenir à quelque chose qui est plus de l'ordre de là maintenant, qu'est-ce que je peux faire, qu'est-ce qui est dans ma capacité d'agir là maintenant pour à la fois être bien, être en sécurité et puis être dans l'extase pour reprendre le titre de mon podcast. Ouais. C'est tout à fait ça. Et c'est aussi sortir justement de ce rythme qui est imposé et qui fait qu'on tient tout le temps. On est tout le temps en train de tenir.
On tient jusqu'à comme tu dis, hein, jusqu'à la fin de la semaine, jusqu'aux prochaines vacances. On tient jusqu'à ce qu'on ait fini les livrets. On tient, On tient sa classe. on tient sa classe. Et c'est cette idée de, enfin, tu vois, quand t'arrives au mois de février et que tu te dis, par rapport à tenir sa classe, et que tu dis vivement la prochaine rentrée, que j'ai une nouvelle classe, tu vois, et que du coup tu tiens jusqu'à la prochaine rentrée parce que cette année-là, ce cru-là, ces élèves-là, enfin voilà, ou parce que tu tiens pour changer d'équipe, changer d'école. Enfin, j'ai l'impression que, comme tu dis, il y a tout le temps ce je tiens, et comme je tiens, ben je m'écoute pas. Je mets de côté ce que je suis, ce que je vis, ce que je ressens. Je tire sur la corde jusqu'à ce qu'on m'octroie, mais ça vient pas forcément de moi, et c'est de là que je me dis qu'on a besoin de retrouver du pouvoir d'agir, jusqu'à ce que l'extérieur, et l'extérieur ça peut être la hiérarchie, le calendrier, enfin voilà, jusqu'à ce qu'on m'octroie du temps un peu pour souffler. Et on sait en plus que souvent on attend non seulement pour se reposer, mais on attend aussi pour pouvoir à la fois en faire plus. On va attendre les vacances pour travailler plus, mais on attend aussi les vacances pour se reposer. Donc bref, on attend, on est tout le temps en train de tenir. Et en fait, pour peu qu'on soit un petit peu consciencieux, perfectionniste, envie de bien faire les choses, on s'oublie longtemps. Qu'est-ce qu'on peut suggérer de concret là pour plus être dans ce je tiens, mais être dans un quotidien qui est beaucoup plus apaisé, beaucoup plus serein, ou en tout cas beaucoup plus conscient par rapport aux injonctions, quelles qu'elles soient, et de plus les subir. Je pense qu'il y a plein de choses. Il y a déjà la capacité à les hiérarchiser en fonction de ce qui est important pour les élèves, ce qui est important pour soi, ce qui est important vraiment, parce que parfois on a l'impression que tout est important, vu que tout arrive de la même manière, avec la même intensité, etc. On a l'impression qu'il faut tout faire tout le temps. Donc cette capacité-là, la capacité à se connaître, à savoir aussi là où on perd de l'énergie, ce qui nous épuise, ce dont on a besoin pour ne pas le différer. Parce qu'en fait, si on sait qu'on a besoin de voir ses amis pour se sentir bien, par exemple, c'est des choses qu'on va pouvoir faire en sorte d'entretenir sans attendre les vacances, sans attendre parce que ça nous permet aussi de tenir, mais du coup dans de meilleures conditions. Donc il y a la capacité, le fait de se connaître, de connaître ses limites pour pouvoir ensuite les affirmer, les communiquer, les faire respecter. Mais c'est pas toujours évident, donc d'où tout le chapitre sur la communication. Et du coup, une fois qu'on a conscience de tout ça, c'est comment on apprend à le communiquer aux autres en étant dans l'écoute de l'autre, mais dans l'écoute de soi. Voilà, c'est. Tu parles beaucoup d'assertivité. Je veux bien que, tu vois, c'est un mot qui n'était pas spécialement dans mon vocabulaire il y a encore quelques années, à tort. Et du coup, toi, je te l'entends souvent prononcer et on le retrouve à plusieurs reprises dans le livre. Je veux bien que tu développes un peu. L'assertivité, c'est la capacité à pouvoir dire les choses, même quand elles sont difficiles, mais dans un rapport sain à l'autre, c'est-à-dire sans vouloir dominer l'autre personne, mais sans non plus se soumettre constamment aux autres, dans une espèce de justesse dans notre façon d'exprimer les choses. Et je trouve que c'est important parce que dans un milieu professionnel, on n'est pas seul, on est avec d'autres. Donc il y a cette idée pour pouvoir se respecter, se faire respecter tout en respectant les autres. En fait, ce qui est important pour moi, c'est dans l'assertivité, c'est la relation à l'autre et le fait de se dire qu'on n'est pas tout seul. Et donc pour faire respecter nos limites, nos besoins, c'est aussi en respectant les limites des autres et les besoins des autres. Et donc cette assertivité, à la fois, pour certains, en fait, elle va permettre de travailler le fait d'être plus dans l'écoute de l'autre. Pour d'autres, travailler son assertivité, c'est d'être plus dans l'écoute de soi, sans tomber dans un excès. Et je pense ou en tout cas en voyant quand est-ce qu'on est dans
à quel moment on a besoin de se recentrer un peu sur soi, mais en étant conscient de comment on va le formuler à l'autre, à quel moment on a besoin de plus aller vers l'autre ou de permettre à l'autre d'exprimer les choses. Et c'est souvent ça qui crée, en fait, l'assertivité, c'est souvent, les problèmes d'assertivité liés à une non-assertivité, c'est souvent la source des conflits, déjà. Et c'est aussi souvent la source d'une certaine fatigue physique ou mentale, quand on n'est pas capable de dire non, de dire stop, et qu'on se laisse happer par les demandes extérieures, les demandes des autres, qu'on dit pas non à un projet, qu'on dit pas non à une exigence, à un rendez-vous, etc., et qu'on se fatigue parce qu'on n'arrive pas à se positionner. Du coup, ça a un effet là-dessus. Et quand on sait pas entendre le nom des autres, ça peut être aussi la source d'un conflit avec les autres ou d'un conflit interne. Enfin voilà, je trouve que l'assertivité, elle a un impact sur pas mal de situations. Je sais pas ce que t'en penses. Ben ouais, effectivement. Et en t'écoutant, je me disais que finalement, plus on se connaît, mieux on se connaît, plus on sort de ce côté aussi pilote automatique qu'on peut avoir, notamment quand on travaille. Peut-être certaines personnes distinguent complètement leur vie professionnelle de leur vie professionnelle. On l'entend souvent, mais moi je distingue les deux. Quand je suis à l'école, au collège, j'y suis, mais quand je suis en dehors, je suis une autre personne. Et toi, ton invitation, c'est plutôt de se dire, au plus on se connaît, au plus on devient des professionnels qui sont capables de s'ajuster, de s'adapter aux différents dispositifs, aux différentes possibilités, aux différents contextes. Et au plus on peut s'approprier, se réapproprier finalement sa fonction, sa mission, son poste, son rôle, voilà, son activité. Et je me dis, quand on a ça en tête, on ne peut plus distinguer les deux. Alors certes, quand on est enseignant, on est aussi dans un rôle. Souvent, voilà, on a une posture qui est de sa vie privée, de sa vie intime, mais on ne peut pas complètement laisser soi de côté. Donc, il y a ces passerelles nécessaires et d'aller incarner qui on est. Alors, je spoil la fin du livre. Oui, vas-y. De toute façon, j'ai dit au début qu'on pouvait le lire dans le désordre, ouais, donc a priori... Non, tu proposes de créer un patron d'un costume, de créer le patron d'un costume. Donc, effectivement, il y a ce côté où quand on est enseignant, on met un costume, mais ce costume, c'est nous, en fait. C'est nos valeurs. Voilà. Qu'est-ce que tu y mets dans ce costume? Plein de choses dans le livre. Oui, alors déjà, parce qu'il y a une idée qui m'est venue pendant que tu parlais, ça me faisait penser en grammaire, nature et fonction, classe grammaticale et fonction. Et du coup, je me dis que c'est un peu... c'est pas... On peut distinguer sa vie pro et sa vie perso. Ça serait un peu distinguer les fonctions. Je sais pas, c'est si on prend un nom, tantôt il est dans un groupe nominal sujet, tantôt il est dans un groupe nominal qui va être plutôt complément. Et du coup, il y a cette idée-là de se dire, mais en même temps, ça reste quand même tout le temps un nom, quelle que soit la place qu'il occupe dans la phrase. Et du coup, je me dis que c'est un peu la même chose pour nous. D'ailleurs, souvent, je faisais l'inverse quand j'expliquais les natures et fonctions à mes élèves. Je disais, c'est comme vous êtes vous êtes des enfants, quel que soit l'endroit où on vous prend. Par contre, quand vous êtes à l'école, vous êtes des élèves. Quand vous êtes dans la rue, vous êtes des piétons. Voilà. Et du coup, c'est cette idée-là de se dire, quoi qu'il arrive, je suis tout le temps la même personne. Et cette personne, elle vit pas les choses de la même manière que l'autre personne qui occupe la même fonction que moi. Et il y a vraiment cette idée de se réunir derrière cette fonction et de se dire, on occupe la même fonction et ça nous lie. Et en même temps, nous sommes des individus différents et ça nous distingue, mais se distinguer, c'est pas forcément s'éloigner, au contraire. Ça peut, c'est aller aussi parfois vers de la complémentarité. Voilà, j'ai digressé et j'ai oublié du coup ta question. Parce qu'il y en avait plein en fait. C'est qu'est-ce que tu mets donc tu proposes le patron d'un costume. Donc qu'est-ce que tu
Qu'est-ce que tu mets pour assembler ce costume? Ben, dans ce costume, pour moi, il y a les valeurs, ce qui est important pour nous. Alors, c'est un costume professionnel, ben, ce qui est important pour nous dans notre fonction d'enseignante, voilà, qu'est-ce qui fait sens, qu'est-ce qui est une priorité, qu'est-ce qui guide un peu tous nos arbitrages et tous nos choix. Il y a aussi notre façon de voir les élèves, l'enseignante qu'on a envie d'être, voilà, le costume qu'on a envie de porter en fait. Il y a aussi notre façon de fonctionner avec nos appétences, nos goûts, et ça peut être je parle de talent à un moment dans le livre, c'est-à-dire ça peut être des choses qu'on a et qu'on maîtrise, qu'on connaît, qu'on aime, qu'on a développé en dehors de l'enseignement, mais qui vont avoir un impact sur notre manière d'être enseignant ou sur les projets qu'on va faire. Voilà, donc ça fait partie aussi de notre identité professionnelle, parce que ça va venir colorer un petit peu notre pratique. Voilà. Que je peux mettre aussi, il y a notre façon de fonctionner avec les autres, notre façon de nous réénergiser. Il peut y avoir aussi nos peurs ou nos points. J'aime pas trop le mot faiblesse, mais on va l'appeler comme ça. Ce qui est un peu plus compliqué pour nous et qui du coup nous demande de nous outiller davantage, ce qui est un peu moins instinctif, naturel ou fluide chez nous. Et ben du coup ça va nous demander de nous outiller, d'avoir que ce soit des outils émotionnels ou des forces à aller chercher à certains moments, mais du coup ça je les mettrais dans les poches, quoi. Voilà, c'est-à-dire que je me dis si je pense à quelqu'un que j'accompagne en ce moment, instaurer une autorité, enfin c'est un peu compliqué, poser un cadre c'est un peu compliqué, et du coup peut-être que pour elle ça va demander un peu de courage ou plus d'affirmation de soi, enfin un effort en tout cas pour aller vers l'affirmation de soi professionnellement. Et ça ce serait quelque chose que je mettrais dans le costume, voilà, dans les poches, Ouais. un peu Tu y mets d'affirmation les émotions de soi. aussi? Ouais. Ouais, les émotions. Enfin, en fait, tous les aspects que j'invite à balayer dans le livre, que ce soit des choses qu'on a et qui nous décrivent, qui nous définissent ou qui nous correspondent à un moment donné et qui font que, voilà, je suis comme ça et j'assume mes singularités, ou que ce soit des choses qui vont nous soutenir, des ressources qui vont nous aider, que je mettrai dans les poches pour partir avec. Tu vas plus loin Voilà. que nous aider à dresser le patron de ce costume. Tu nous invites à l'habiter, à la manière dont on a envie qu'il nous habille. Tu nous demandes comment est-ce qu'on veut se sentir dans ce costume, donc comment on veut se sentir dans sa posture professionnelle. Alors moi, ça m'a énormément fait penser à ce que j'appelle l'extase. J'ai envie de me sentir en extase, c'est-à-dire la manière dont je me sens animée. C'est exactement ce que tu as dit. Qu'est-ce qui va me motiver? Qu'est-ce qui va déclencher mon enthousiasme? Qu'est-ce qui va venir me nourrir, me mettre en énergie? Qu'est-ce qui va aussi venir soutenir mon leadership, par exemple? Donc tout ça, c'est la manière dont on habite ce costume et dont on l'habille. Et tu parles beaucoup de posture. Donc ça serait quoi pour toi la posture professionnelle? Y a-t-il une bonne posture professionnelle, même si je me doute de la réponse? Moi, j'aurais tendance à dire non. Enfin, oui, sûrement, mais en tout cas, c'est pas la même pour tout le monde. Et c'est celle qui est efficace dans notre contexte, avec qui on est, et quoi qu'il arrive, en tout cas, je pense qu'il y a quand même des critères communs à cette posture qui peuvent pas, enfin voilà, qui être bienveillants avec les élèves, qui permettent aux élèves de progresser, etc. Ensuite, la manière dont comme tu dis, dont elle va nous habiller, ça va nous être propre à chacun. Mais pour moi, dans posture,
Et c'est pour ça que je fais la métaphore avec un costume. Dans la posture, il y a quelque chose d'intentionnel. Il y a quelque chose qu'on revêtit, voilà, et qui n'est et qu'on taille en fonction de qui on est, qu'on va adapter en fonction de qui on est, mais qui va nous permettre ensuite d'aller vers quelque chose de commun avec d'autres. Donc, on a parlé des talents, tu as parlé des talents, et j'avais envie de les mettre en parallèle avec l'état d'esprit de développement. Tu vois, est-ce que tu veux bien nous en dire un peu plus sur cette idée? Sur l'idée des talents. Ben alors l'idée, moi, quand j'évoque les talents dans le livre, je parle pas de quelque chose d'inné. Je parle pas de dons, voilà. Je parle de talents qu'on aurait développés, toujours dans cette idée d'état d'esprit de développement, qu'avec l'effort, le travail et l'implication, qu'on a développé des talents et que tout le monde ne les a pas développés parce que tout le monde n'a pas ces appétences-là. Et que ces talents-là, ben, on devient performant, pour ne pas dire doué dedans, mais enfin, c'est l'idée, parce que qu'on y a passé du temps, qu'on a eu envie de développer ça, qu'on a eu l'opportunité aussi et l'occasion de les développer dans nos vies. Et donc, il y a cette idée que à la fois ça renforce notre singularité, ce sont nos talents, tout le monde ne les a pas développés, mais par contre ça reste dans une idée d'état d'esprit de développement, dans le sens où on peut les développer si on a envie de les développer. Il n'y a pas de nature intrinsèque. Je suis née douée pour le violon ou née douée pour le tricot. C'est quelque chose qu'on développe dans sa vie. Tu vois, on entend encore des collègues, dire mais j'ai pas le temps, moi j'ai un programme à tenir, il y a déjà assez de projets, donc il n'y a pas de place dans mon enseignement, dans mon quotidien pour mes talents. Et là, je pense que c'est parce qu'on confond peut-être aussi deux choses. Déjà, il y a cette idée on n'est pas obligé de tout faire. En fait, il y a une telle profusion de propositions et de possibles. En fait, on n'est pas obligé de tout faire tout le temps, dire oui à tout, et on peut choisir en fonction de ça. C'est-à-dire que faire quelque chose qui, en plus, est lié à nos talents, qui correspond au programme, qui développe des compétences chez les élèves, le fait qu'en plus ce soit dans un domaine qu'on affectionne ou dans lequel on est bon, ça nous allège aussi, ça nous crée plus de plaisir. Tu parlais d'extase tout à l'heure, mais ça fait aussi qu'on est bien dans ce moment-là. Ça nous allège aussi peut-être en recherche, en connaissance. Voilà, ça permet de partager aussi quelque chose de soi. Donc c'est intéressant de pouvoir concilier les deux. Alors pas tout le temps, il faut pas que ce soit quelque chose qui nous enferme et qu'on ne finisse par faire que ça. Enfin, mais c'est de s'autoriser à aller chercher dans nos talents, nos compétences, nos appétences pour pouvoir rendre notre pratique aussi mettre plus de plaisir dans notre pratique pour pouvoir aussi rester motivé, apprécier et durer. C'est hyper important ce que tu dis parce qu'on peut vite tomber dans la culpabilité. On peut vite tomber dans la culpabilité quand on voit d'autres faire, d'autres manières de faire, d'autres pédagogies. Alors on le voit bien avec les réseaux sociaux, les classes flexibles, les classes coopératives et j'en passe. De se dire ah mais moi j'y suis pas ou moi j'ai envie mais j'ai pas le temps et j'ai pas le contexte. Pendant longtemps on m'a renvoyé aussi cette idée de oui mais toi tu peux le faire parce que tu es dans cet établissement et tu peux le faire, comme si ça dépendait de circonstances extérieures. Et je trouve que ce que tu dis sur les talents, ça ramène encore une fois au pouvoir d'agir, finalement, de la personne, et de se dire, mais qu'est-ce que tu peux faire, toi, de ta place, effectivement, et avec déjà tes talents, et qu'est-ce que tu peux, toi, développer dans ton contexte, en s'inspirant, évidemment, de ce qui peut se faire ailleurs, mais déjà de ramener ce qu'il est possible, toi, de faire, et en fonction de où tu en es aussi dans ta carrière.
Bah après, c'est là, du coup, c'est typiquement pouvoir mobiliser sa pensée créative à partir de sa connaissance de soi. Et ça me fait penser à ce qu'on appelle les créaticides, les oui mais on peut pas, etc. Ben, en fait, on peut toujours, pas forcément de la manière la plus élaborée qu'on imagine, mais en fait, c'est ok, j'ai envie de mettre un petit peu plus de moi au quotidien dans ma pratique. Comment je peux le faire? Alors peut-être que ça va être, je sais pas, n'importe quoi. Si j'aime chanter, je prends mon cas. J'aime chanter. Bah, alors peut-être que je vais pouvoir monter une classe musique avec tout un projet sur une ou plusieurs années, avec un projet qui mêle la musique, le chant, créer une comédie musicale, faire un truc hyper dense. Ok, ça c'est une possibilité. Mais si je me dis que ça ne passe que par ça, je me coupe de toutes les autres possibilités. Je peux aussi juste euh, me dire que je chante une chanson euh, entre chaque cours, enfin je dis n'importe quoi, mais entre chaque leçon, ou que je propose d'apprendre un truc en chantant, ou que je vais emmener voir mes élèves un spectacle musical et qu'on va travailler dessus. Enfin, c'est aussi faire de la place à tout ça, à cette créativité, et à se dire ok, moi j'ai envie de faire ça. De quelle manière c'est possible, et de voir comment c'est possible avant de voir pourquoi c'est pas possible. Ouais, et tout ce qui manque. C'est tout ce qui manque. Et ton livre invite vraiment à ça, si on le fait voilà, de manière rigoureuse et scolaire, en répondant à toutes les questions que tu ouvres et que tu poses. Ça, ce livre, il nous invite vraiment à se dire, mais qu'est-ce que j'ai déjà moi comme ressources qui peuvent faire que mon costume, il va être encore plus beau. Ouais. Finalement. Bah, y a cette idée d'aller s'explorer, explorer ce qu'on aime, ce qu'on a envie de faire, comment on a envie d'être, qui on a envie d'être. Et j'avais une autre intention, c'est aussi de s'autoriser. Oui. En fait, de s'autoriser et d'accepter ces singularités-là. Parce que tu parlais de comparaison tout à l'heure. Il y a cette idée de, une fois que je me connaisse, il faut que je sois complètement d'accord avec le fait que j'ai le droit d'être comme ça. Et que c'est un plus. Et que c'est pas grave si je fais pas comme tout le monde, ou il y a plusieurs façons de faire, et je peux m'autoriser à être comme je suis. Et que ça fonctionne mieux, c'est plus fluide pour moi, en tout cas, quand je fais en fonction de qui je suis. Il y a tellement de façons de faire que tu nous parles des 12 archétypes du prof en t'inspirant de Jung. Oui. C'est drôle parce que moi, je m'étais arrêtée à 4 et je me dis, mais en fait, il y a tellement plus de possibilités. Ben, en fait, alors l'idée, c'était vraiment de pas créer des stéréotypes avec ces archétypes et de se dire, ben, on se reconnaît dans chacun d'eux et qu'est-ce que ça nous dit. Moi, j'aime beaucoup ça avec les outils, tous les outils de connaissance de soi. C'est pas en soi de se mettre dans une case, parce que du coup, on perd vraiment l'intérêt des outils, si c'est pour nous restreindre ou nous contraindre, mais c'est plutôt quelle nouvelle perspective ou quel nouveau regard sur moi ça m'offre. Et donc en lisant ces archétypes-là, en se disant en quoi celui-là me parle, à quel moment je suis plutôt comme lui, etc. Je me dis que c'est une façon autre de se regarder. Il y a la prof héroïne, la prof rebelle, la prof magicienne, la prof altruiste, la prof créative, la prof organisatrice, la prof citoyenne, la prof passionnée, la prof comique, la prof positive, la prof exploratrice, la prof sage. Et voilà. Donc effectivement, on voit très bien, enfin moi, en les lisant, je me suis dit effectivement, je ne suis pas qu'une. Comment je fais une belle recette avec chacune d'elles, en fait. Ouais. Comment chacune s'exprime chez toi, à quel moment comment tu peux aussi, ce que j'aime bien, c'est comment tu peux aussi aller les convoquer intentionnellement. Oui. Dire, ben, tiens, là, j'ai envie d'incarner celle-là, ou tiens, à ce moment-là, ça serait peut-être utile pour moi, ou bénéfique pour moi et pour mes élèves et pour le climat de classe, ou enfin, que sais-je, de convoquer celle-ci. Je suis créative quand je fais ça. Et finalement, ça permet aussi de révéler, on en revient là, les talents finalement.
c'est une manière d'aller les explorer aussi Ouais. de manière différente. Est-ce que, moi, comme tu l'as lu, est-ce qu'il y a un exercice en particulier que tu as apprécié ou que tu as fait Alors celui-là, là, je vais dire celui-là sur les archétypes, parce que c'est quelque chose de nouveau. Je me dis, bah, effectivement, je connaissais les archétypes de Jung et j'avais jamais pensé à les transposer professionnellement finalement. Et donc, quelle que soit l'activité qu'on a, je pense que ça peut être décliné. Et donc, c'est une super idée. Après, il y a la roue de la vie que je connais. C'est un super exercice aussi. J'invite ceux qui nous écoutent à aller le faire parce que ça permet de voir où on en est et on peut le faire régulièrement. De voir où on en est dans ces domaines de vie, lesquels on a envie d'explorer sans attendre. On en revient là à plus tard, mais de se dire, tiens, là, sur cette période, j'ai peut-être envie de porter mon attention sur tel ou tel domaine que j'ai plutôt délaissé le mois dernier. Ouais, voilà, pour en citer deux, mais en réalité, le travail sur les valeurs, essentiel aussi. Je remarque que les valeurs, peut-être ça, c'est une question que je voulais te poser aussi. Quelles sont tes qualités? Je ne sais pas. Quelles sont mes valeurs? Je ne sais pas. Donc, merci de proposer l'exercice là à faire seul. Parce qu'on peut avoir effectivement une liste de valeurs, une liste de qualités, mais lesquelles sont les miennes, je ne sais pas trop. Et pourtant, c'est essentiel de les connaître, ces valeurs. Enfin, je pense, tu vas dire ce que toi tu en penses. C'est important de les connaître parce que c'est ce qui permet aussi au quotidien de se réaligner, encore une fois, voilà, de faire les choix, de se positionner, de dire ses non, de poser ses limites, d'être en relation avec les autres. Et pourtant, j'ai l'impression qu'on a encore très peu à vraiment les connaître et à les avoir explorés réellement. Oui. Pourtant, c'est un exercice qui me semble tellement indispensable maintenant que je l'ai fait, que je connais mes valeurs. Je me dis, c'est ce qui me permet aussi de me lever le matin. Oui, et ça permet parfois aussi de filtrer, tu vois, de regarder les situations quand on a besoin d'arbitrer, de choisir et quand tu parlais de se réaligner, quand on est un peu dans le flou, de se redire, ok, là, c'est quoi qui est important pour moi là-dedans? Et parfois, ça permet de se diriger. Et c'est vrai que c'est pas forcément facile, c'est ce que je dis dans le livre, c'est que les valeurs, évidemment, si on demande, est-ce que toi, la générosité, c'est une valeur pour toi? Ah oui, c'est important. L'égalité, oui, c'est important. La liberté, la fraternité, enfin voilà, il y a plein de valeurs auxquelles on adhère. Et je trouve que ce qui est intéressant, c'est de pouvoir identifier celles qui vont créer quelque chose en plus chez nous, comment les hiérarchiser ou les identifier, celles qui au quotidien sont vraiment importantes, qui peuvent nous orienter vers certains choix ou au contraire nous permettre de dire là je vais pas m'y retrouver en fait. Il y a telle valeur et telle valeur qui sont importantes pour moi et là il y a rien de tout ça dans cette situation. Moi je sais que dans les valeurs que j'ai identifiées par exemple pour moi, j'ai besoin d'autonomie en tout cas dans ce que je peux faire, de liberté. J'ai besoin de partage, j'ai besoin d'émulation intellectuelle. Ça fait partie des 3 grosses valeurs qui m'anime. Dans certaines situations, je peux me dire, ok, autonomie, il n'y a pas, partage avec d'autres, il n'y a pas, émulation intellectuelle, il n'y a pas. Si ça doit être un choix important sur la durée, par exemple un choix professionnel, je vais pas y aller parce que je sais que je vais m'éteindre petit à petit. Ouais, merci de rappeler ça et vraiment, j'invite tout le monde à faire cet exercice sur les valeurs parce que c'est encore une fois, c'est ce qui permet de nous porter au quotidien et aussi en t'écoutant, là, je me disais, c'est vraiment à la source de l'affirmation de soi. Une fois qu'on connaît ses valeurs, on est droit dans ses bottes en fait. On sait pourquoi. Voilà. On sait pourquoi et on est capable d'argumenter, de justifier des choix, y compris à sa hiérarchie en fait. Et de les assumer et comme tu dis, de les porter, que ce soit sa hiérarchie, dans une équipe, face à des familles. C'est-à-dire que
ça permet de ne pas être dans cette hésitation. Parfois, il y a des choses, on sent, on se dit, ah, on n'a pas envie trop d'y aller, mais si on ne sait pas mettre, on sait pas pourquoi, on ne sait pas mettre des mots dessus, et ben, on va avoir du mal. On parlait d'assertivité tout à l'heure, on va avoir du mal à partager tout ça. On va avoir du mal à expliquer aux autres pourquoi et même à être aligné, à être serein avec notre décision. Et le savoir pourquoi, il est important aussi dans le pouvoir d'agir et dans le fait de s'affirmer. Tu vois, souvent, quand je prépare des gens à des concours, des oraux, etc., je leur dis, en fait, vous avez besoin de savoir pourquoi vous dites les choses. Parce qu'en face de vous, vous pouvez pas savoir si la personne, elle va aimer ou pas à l'avance, si ça va lui plaire ou pas, et si elle verra les choses comme vous. Mais si vous le faites pas en sachant pourquoi et parce que vous savez pourquoi vous avez fait ce choix-là, ben vous arriverez pas à ni faire preuve de flexibilité, ni argumenter, ni justifier s'il y a besoin. Quand j'étais jury, c'est exactement ça qui était au-delà de la réponse que les candidats peuvent amener, c'est la manière dont ils le justifient. Ou même s'ils ne savent pas, parfois, c'est pas important si on voit qu'ils sont en capacité déjà d'affirmer, là je sais pas répondre, mais de mobiliser des ressources pour être flexible dans cette situation où justement on ne sait pas. C'est ça qu'on cherche en fait. Tout à fait. Pour finir, je voulais qu'on s'arrête sur ce mot extase. A priori, extase et école, ça a quelque chose de dissonant. Est-ce que c'est compatible pour toi, extase et école ? Ben, extase, oui, ça devrait l'être. On devrait pouvoir s'extasier quand on est élève, d'apprendre, d'être en classe. On pourrait pouvoir s'extasier quand on est enseignant, d'être avec ses élèves, s'extasier, de les voir apprendre, de partager des moments, des temps collectifs, des discussions, des idées. Oui. Pour moi, c'est compatible. C'est vrai que c'est pas deux mots qu'on a l'habitude d'utiliser ensemble. Mais quand on sait pourquoi et quand on cherche le sens du mot extase, oui. Qu'est-ce qui te met en extase, toi, Émilie ? Moi, ce qui me met en extase, c'est d'échanger des idées, de discuter, de partager des points de vue, de rebondir, de réfléchir. Et c'est ce qui me mettait en extase avec les élèves. Ce qui me met en extase quand on discute, quand je discute avec des jeunes, avec des adultes. De pouvoir échanger sur les visions du monde et continuer de imaginer. En tout cas, tu as trouvé un support pour le faire avec l'écriture de ce livre. Je te souhaite de belles extases, d'échanges autour de lui. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais ajouter, Émilie, dont tu parles dans le livre et que j'aurais peut-être pas... Parce qu'on n'a pas tout abordé, mais... Non, je crois qu'on a parlé de pas mal de points. Alors évidemment, on n'a pas tout dit parce qu'il y a plein de choses qui sont abordées dans le livre, mais je pense que tout le monde aura compris que l'idée, c'est de mieux se connaître pour pouvoir ajuster sa posture à qui on est et au métier, pour pouvoir peut-être découvrir plus de moments d'extase, de moments durables. En tout cas, ça invite vraiment encore une fois à sortir de ce côté pilote automatique, à prendre de la hauteur, de la largeur, de la profondeur, comme je dis parfois à 360 degrés, pour vraiment réfléchir sur sa posture, sur ses croyances, sur ses représentations, sur ses rapports à l'institution, rapport aux injonctions. Il y a vraiment plein de choses. L'impression peut-être un peu mieux se connaître dans son rapport à son activité en tout cas. Ouais, c'est vraiment ça l'idée, et que c'est juste un point de départ. Oui. Il y a vraiment cette idée que c'est jamais fini, et je prétends pas qu'à la fin du livre vous vous connaîtrez parfaitement et que tout ira bien. Voilà, c'est vraiment une porte que j'ouvre. Est-ce qu'on peut faire tout ça tout seul, juste avec un livre aussi ? Le livre, il déclenche des questionnements, des prises de conscience. Il va peut-être permettre d'avancer sur certains sujets.
Et en même temps, je disais que moi, j'avais besoin d'échanger avec les gens. Je crois vraiment que parfois, on a souvent besoin d'un autre regard, d'une autre personne pour nous permettre de prendre encore mieux la distance, la hauteur nécessaire pour regarder la situation, pour nous aider à voir les choses autrement, parce qu'on est aussi biaisé par notre façon de voir, de vivre les choses. Hein. Nos émotions, elles peuvent biaiser notre regard sur les situations, nos croyances peuvent biaiser nos regards sur les situations, et parfois, on n'est pas forcément les plus justes pour se regarder soi-même. C'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment dans le livre, j'invite à aller chercher du feedback aussi à l'extérieur. C'est que le regard qu'on porte sur soi, il est très empreint aussi de notre état d'esprit du moment. Et si on est dans un état d'esprit un petit peu négatif, on va parfois porter un regard un peu négatif sur ce qu'on vit et sur ce qu'on fait. Et la connaissance de soi, c'est pas se renfermer sur soi, c'est aussi s'ouvrir vers les autres et être accompagné d'un ami, d'un coach, d'un psy, selon les situations, d'un collègue, d'un formateur, etc. C'est nécessaire et complémentaire au questionnement introspectif qu'on va avoir. Oui. C'est le répondant, le regard, le miroir aussi dont on a besoin pour continuer de se questionner. De voir les dispositifs d'analyse de pratique, relecture de pratique, les coachings de profs qui se développent, parce que c'est hyper important. Ouais. On le sait, le prof a pu avoir tendance à être seul dans sa classe, même si en réalité il n'est jamais vraiment seul dans sa classe. Mais voilà, ce besoin de relire le parcours, de relire où on est, où on va, qui on est, d'où on vient, dans tous les sens. Donc merci d'ouvrir tout ça. Merci. Et de le donner à lire. Merci pour ton regard sur mon livre. Merci de m'avoir invitée. Donc si on veut te contacter, te retrouver, donc le livre... Donc ce livre est partout en librairie. Moi, je suis soit on m'écoute sur mon podcast qui s'appelle Mes trucs de prof et qui est disponible sur mon site mestrucsdeprof.fr ou sur toutes les plateformes. Et puis après, on peut me suivre aussi sur les réseaux sociaux, Mes trucs de prof coaching sur Instagram, Mes trucs de prof sur Facebook et Émilie Lefatan sur LinkedIn. Voilà. Et puis, tout ce qui concerne le coaching et les formations, c'est sur mestrucsdecoach.fr. Ouais, donc tout ça est en lien. Donc, on tape Mes trucs de prof et on retrouve Émilie. Oui. De toute façon. C'est ça. En gros, c'est ça. Le podcast, c'est quasiment toutes les semaines. Quand je peux, ouais, j'essaye de faire un toutes les semaines. Il y en a grosso modo 2 par mois, en tout cas. C'est super. Et c'est un podcast qui a une belle densité, le nombre d'épisodes, mais c'est impressionnant. Je crois que je suis à 164 ou 165 épisodes. Donc merci de nous avoir écoutés. Merci Émilie pour tous tes partages, pour ton enthousiasme. À bientôt. À bientôt.